Bon. Oui, ça marche. Yalla. Erev Tov à tout le monde, ceux qui sont ici et ceux qui nous regardent par écran interposé, car nous avons l'habitude dans ce cours d'être à peu près 200 sur place, mais nous avons été obligés de limiter à 10 suite aux demandes de notre gouvernement. Et donc, nous sommes limités, mais il est évident que le monde entier nous suit par Internet. Et donc, nous pouvons donc continuer notre étude du livre de Bereshit. Et nous sommes toujours au chapitre même Aleph, verset Lamed Tet. Donc, chapitre 41, verset 39. Non, la vérité, verset, slicha, Lamed Gimel. Nachan, verset Lamed Gimel. Verset 33. Ve'ata. Donc, Pharaon vient de raconter ses rêves à Yosef. On avait parlé la semaine dernière de toute la problématique, comment ça se fait que personne ne comprend les rêves de Pharaon, alors que nous, on les a compris en deux. Et on a terminé sur cette grande interrogation, comment ça se fait que aucun des mages égyptiens n'a pu trouver la solution, alors que la solution était évidente, que nous l'avons compris en 2 secondes. Et il fallait qu'on donne une réponse. Eh bien voilà les amis, la réponse elle arrive ce soir. La réponse est très simple. Pour qu'il y ait une famine en Égypte, il faut que le Nil cesse de fonctionner. Il ne pleut pas en Égypte. En Égypte, la récolte, elle est là parce que le Nil a sa crue tous les ans. Point. Et donc, d'imaginer qu'il puisse y avoir une famine en Égypte, c'est pas concevable. Pas concevable pour un Égyptien. Et donc, Pharaon ne peut pas entendre un truc comme ça. Dans quelques minutes, je vais vous dire que Pharaon, lui, peut peut-être entendre un truc comme ça, mais certainement pas ses mages. Et donc, tous ces khartoumim. Et donc, personne n'arrive à comprendre que c'est de cela qu'il s'agit. Parce que pour admettre une famine, ça veut dire que la nature doit arrêter son cours. Or, l'Égypte est totalement, à 100%, esclave de la nature. Toutes les divinités du panthéon égyptien sont sorties du Nil. En d'autres termes, le Nil est l'origine de toute chose en Égypte, le cycle naturel est ce qui détermine la vie égyptienne. Et donc, admettre que la nature ne cesse de fonctionner, c'est complètement inconcevable. Yosef n'est pas égyptien. Yosef est hébreu. Il habite en Eretz Canaan. Là-bas, il y a de la famine. On a vu plein de fois dans le livre de Bereshit. Parce que là-bas, on compte sur la pluie. Et donc, Yosef n'a aucun problème de comprendre que c'est le patron là-haut qui détermine s'il y aura à manger ou s'il n'y aura pas à manger. Point. Et donc, Yosef vient et dit, voilà, Dieu t'a prévenu de ce qu'il allait faire, voilà la solution. Je ne suis pas seulement un expliqueur de rêve, je vais donner aussi la solution de qu'est-ce qu'il faut faire. Iné. Ve'ata. Yere paro ish navon vechacham veishiteu al eretz Mitzrayim. Il n'y a pas une difficulté particulière, le fait que, je me trouvais, Pharaon explique le rêve à Yosef, il dit je me trouvais debout devant le Nil. C'est une indication finalement qui a une valeur de désorientation, c'est-à-dire que finalement le Nil était là, pas de problème, il continue à couler ce Nil. Donc il est bien normal que les sages qui entouraient ceux qui... Ah non, mais je ne jette pas la pierre aux sages. Je ne dis pas que c'est pas normal qu'ils aient pas réussi à la comprendre. Finalement, ce rêve... Il n'est pas pour les sages. Non, c'est... Pour personne, c'est-à-dire que le Nil, il continue à... Je veux dire qu'il n'y a pas de raison qu'il ne continue pas. Dans mon rêve, il coulait, le Nil continuait sur son cheminement. Et donc, finalement, non. C'est-à-dire, non, c'est pas le Nil, c'est autre chose. C'est-à-dire que si le rêve avait été, mettons, en plein milieu du désert, avec trois arbres desséchés... Il aurait peut-être compris. Peut-être. Et justement,
toute l'idée, c'est de comprendre que bien que tu vois le Nil, tu dois être capable d'entrevoir le fait que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère. Peut-être là, il vient à difficulté, peut-être. Ah, c'est comme aujourd'hui, c'est comme si tu disais, il y a 4 mois, si tu disais à la société occidentale qu'elle serait totalement paralysée par un truc microscopique, personne ne te croirait. Ça, Akadosh Baruch Hu, il montre qu'il est le patron. Pourquoi Pharaon aurait pu comprendre Alors attends, ça j'y viens dans 2 secondes. Pourquoi il y a eu la famine en Égypte? Ah, tu demandes concrètement qu'est-ce qui s'est passé? Non, le Nil ne s'est pas arrêté de couler. Il n'y a juste pas eu la crue. Parce que Dieu, il n'a pas voulu qu'il y ait la crue. C'est les fonds du neige du Kilimanjaro, etc. Donc, tu es en train de dire que Dieu, il fait ce qu'il veut. Nachon, Dieu, il fait ce qu'il veut. Il y a une explication à ça. Tu veux quoi? Tu veux une explication scientifique? Pourquoi il n'y a pas eu la crue? Eh ben, d'abord, j'ai pas d'infos sur ces années-là, sur ces années. On n'a pas de mesure à ce niveau-là. Peut-être que justement les 7 années d'abondance ont en fait amené des années aussi d'un pic de chaleur énorme dans le monde, dans cette partie du monde, qui fait qu'il n'y a pas eu de neige et qui fait que j'en sais rien. On spécule. Le fait est qu'il y a eu la famine. Ok? Oui? Ah non, c'est beaucoup plus tard, ça. Non, on n'y est pas encore. La plaie du sang, c'est beaucoup plus tard. Non, mais c'est beaucoup plus tard. Donc, oui, j'entends bien ce que vous dites, mais dans notre cours, nous avons un grand principe, c'est que nous ne savons pas ce qui est marqué plus tard. Non, il n'y a pas de problème. Ok? Vous avez raison de souligner ça. Quand on arrivera au livre de Shemot, alors on comprendra pourquoi c'est le Nil qui a à nouveau été frappé là-bas. Donc, Yosef dit voilà. Maintenant que je t'ai dit ce qui allait se passer, il va falloir que tu places un homme navon vechacham, sage et intelligent, qui sera préposé sur toute l'Égypte. Ya'aseh paro veyafked pekidim al eretz vechimesh et eretz Mitzrayim besheva shnei asova. Voilà ce qu'il va falloir faire. C'est un truc, c'est pas du capitalisme, c'est pas non plus du communisme, vous inventerez ça, c'est du yosefisme. Il dit, c'est pas compliqué, tu vas mettre en place des commissaires généraux dans tout le pays, que pendant les 7 années d'abondance, 1/5 de la récolte, 20% de la récolte, est entreposé dans les greniers de l'État. C'est énorme. 20% d'impôts sur toute la récolte de tout ce qui se passe en Égypte, c'est énorme. C'est-à-dire... Quoi, non? C'est 50% pour certains revenus à l'heure actuelle. À l'époque, c'était certains revenus. Ah, tu dis sur certains revenus aujourd'hui, c'est 50%. Oui, mais c'est parce que nous sommes dans une société capitaliste où il y a des revenus qui sont complètement disproportionnés à d'autres. C'est-à-dire, à l'époque, tout le monde était agriculteur, il touchait la même chose. D'accord? Donc, 20% de la récolte sera pour les greniers de l'Égypte. Top? ויקבצו את כל האוכל השנים הטובות הבאות האלה ויצברו בר תחת יד פרעה אוכל בהרים ושמרו. Voilà, on va entreposer et on va faire des réserves, tout simplement. והיה האוכל לפיקדון לארץ לשבע שני הרעב אשר תהיינה בארץ מצרים לא תיכרת הארץ ברעב. Donc comme ça, quand il y aura la famine, eh ben on aura de quoi manger. Point. C'est un chidouche énorme. Pour l'époque, ça nous paraît complètement évident ce qu'il est en train de proposer, Yosef. Mais pour l'époque, c'est un chidouche énorme. Pourquoi? Parce qu'ils avaient essayé de garder une foi, ça s'était abîmé. Où? Non? Où ils avaient essayé de garder? Non, je croyais. Non, tu dis ça parce que tu as une idée derrière la tête. Si tu parles de la manne, il n'y a pas encore eu cette histoire de manne. Non, d'accord. Donc, On ne sait pas encore. il n'y a pas eu. Non. Non, pourquoi c'est un chidouche? Pourquoi est-ce que c'est une nouveauté de dire un truc comme ça? Bien parce que, normalement, il n'y a pas de problème que le roi, il prélève sur les autres. Mais pour qui il prélève? Pour lui. C'est ça? Le chidouche, c'est que là, le gouvernement va véritablement être au service de ses citoyens. Enfin, de ses administrés. Quoi? On verra après la suite, on montrera le contraire. Hein. Pourquoi? Il va escroquer tous les paysans du Nil. Pourquoi? Ah ouais, et ben, quand ils auront de moins en moins de quoi manger, de quoi faire pousser leur récolte, et ben, ils vendront au plus cher. Ils vont... Comme il dira, il faudra que vous donniez un peu plus. actuellement, quoi. Bah, c'est-à-dire, non,
on a fait le boulot, mais Malahasot, la famine, elle est plus dure que ce qu'on avait prévu. Il va falloir donner un peu plus, c'est tout. Mais c'est pas pour lui. Au final, Yosef, il n'en tire rien. C'est ça? Alors, on va voir comment ça suffit, comment ça se passe. Vaïtav adavar beine paro ou beine kol avadav. Mais pas beine mi, pas beine achartumim. C'est-à-dire, ce que dit Yosef est tout à fait reçu chez Pharaon et chez ses serviteurs, mais pas, on ne retrouve plus les chartumim, tous les sages de l'Égypte. Et c'est là que je veux faire une différence entre Pharaon et les mages, les représentants de la high society égyptienne. Nous sommes au XVIe siècle avant l'ère chrétienne. Histoire de Yosef. À cette époque-là, telle que nous c'est raconté dans les récits historiques et archéologiques, au XVIe siècle avant l'ère chrétienne, il va y avoir en Égypte un putsch. Enfin, pas un putsch, vraiment, une invasion, pour être exactement. Il va y avoir une conquête de l'Égypte par un peuple qui s'appelle les Hyksos. Hyksos en français. Ces Hyksos sont des peuples qui ne viennent pas d'Égypte, mais qui viennent de la terre de Canaan, plus ou moins. Ce sont des Sémites. Ils sont venus, ils ont vu et ils ont vaincu. Ils ont conquis l'Égypte, ont exilé la famille pharaonique au bord on va dire à l'origine du Nil, là-bas beaucoup plus loin, et ils ont pris le contrôle de l'Égypte. Ils sont devenus les nouveaux pharaons. Ils n'ont pas remplacé la population, n'ont pas remplacé les systèmes en place, ils ont juste pris le pouvoir. Ces Hyksos sont donc des Sémites qui connaissent très bien non seulement les ambiances qu'il y a en terre de Canaan, donc j'ai parlé de la famine tout à l'heure, c'est quelque chose qu'ils entendent, et ils connaissent également très bien les autres Sémites. C'est pourquoi Yosef, là il vient de montrer qu'il était capable de comprendre les rêves. Ça ne fait pas de lui un homme extrêmement habile au niveau économique. Ça ne fait pas de lui un gestionnaire. J'imagine qu'en Égypte, il y avait des gestionnaires. Par exemple, Potiphar, Sarah Tabachim. Il était quand même beaucoup mieux placé pour finalement être le vice-roi que Yosef. Alors pourquoi Yosef, tout d'un coup, est super apprécié par Pharaon? Parce que c'est un Hébreu. C'est un Sémite. Et eux aussi, les pharaons de l'époque, sont des Sémites. Si on veut faire correspondre un petit peu cela avec l'archéologie, eh bien, le pharaon de l'époque de Yosef, semble-t-il, je prends des pincettes, mais semble-t-il serait Akhénaton. Or, Akhénaton, il est très particulier dans toute la panoplie des pharaons égyptiens, parce qu'il a régné une petite période, et on voit qu'il n'est pas en rapport avec la 19e dynastie, et pas non plus avec la 18e après. C'est un petit truc au milieu. Les Hyksos n'ont régné que 100 ans en Égypte. Après, ils se sont fait conquérir par les anciens Égyptiens. Et ça, c'est ce qu'on verra dans le début de Shemot. Vayakom melech hadash asher lo yada et Yosef. C'est le retour des Égyptiens, si vous voulez, sur place. Mais pendant cette période-là, eh bien, l'Égypte va connaître un grand chamboulement religieux, puisque Akhénaton a pris ce nom-là parce qu'il est en fait le serviteur de Aton. Aton, c'est le disque solaire. Akhénaton va annuler la mythologie égyptienne pour faire un pseudo-monothéisme tourné autour du dieu soleil. Peut-être parce qu'il a été influencé par son vice-roi, Yosef, qui était monothéiste. Tout ceci mis ensemble, ça va nous aider à comprendre comment ça se fait que lorsque Yaakov va arriver en Égypte, ce pharaon l'adore. Et ça nous explique encore plus à comprendre comment ça se fait qu'au début de Shemot, le nouveau roi, qui donc est un Égyptien qui revient prendre sa place, va dire à son peuple, si jamais il y a une guerre, pourquoi il faut se mettre les Juifs, il faut les calmer. Parce qu'il dit, si jamais il y a une guerre, les Juifs se mettront avec nos ennemis. Lama, de quelle guerre parle-t-il? Si jamais les Hyksos reviennent, les Juifs sont leurs copains. Et donc on peut voir ici une preuve flagrante
de là où l'archéologie vient à la rescousse, si je puis dire, de l'explication tanachique. Donc tout ça pour dire que c'est pas pour rien qu'il nomme Yosef. Et voilà ce qu'il va faire. ויאמר פרעה אל יוסף, אחרי הודיע אלוהים אותך את כל זאת, אין נבון וחכם כמוך. Puisque Dieu t'a révélé tout ça, il n'y a pas de plus sage que toi. C'est vrai ou c'est faux ce qu'il dit? Au nom de Dieu, quand il dit je conseille de faire ça, c'est Ah si, il a parlé au nom de Dieu. Yosef, il a commencé en disant... du rêve, mais pas ensuite C'est-à-dire, il a commencé en disant, c'est pas moi, c'est Elohim. Il s'est pas arrêté de parler au milieu, donc si tu veux, il n'y a pas de raison de penser que pour les rêves, c'est Elohim, et pour les idées économiques, c'est pas Dieu. Non mais le fait qu'il ait trouvé des idées, que Dieu lui ait donné les idées, ça fait de lui quelqu'un de chacham? C'est logique. Pourquoi logique? Que le pharaon lui confie la mission. Pourquoi c'est logique? À partir du moment où il apporte la solution. Il apporte la solution, mais est-ce qu'il va être capable de la gérer? Par exemple, là j'ai vu plus ou moins tous les cours dans toutes les organisations se faire annuler, machin. Nous on est des adultes, on prend sur nous et on a fait les biens, on a fait comme il faut. Mais dans les endroits où c'est des jeunes, ils veulent pas prendre de risques. Donc qu'est-ce qu'il a fallu faire? J'ai dit, mais attendez, c'est pas possible qu'il n'y ait pas un moyen de faire cours à distance. On a des technologies, machin, c'est quand même pas compliqué. Moi j'y connais rien, mais je suis sûr que ça existe. Donc j'ai donné la solution. Mais j'étais pas capable de la mettre en place. Donc il y a des mecs qui connaissent ces applications, qui ont dit, ok, alors voilà, il y a ça, on va te mettre ça en place, machin. Et j'ai fait cours tout à l'heure à 2h, aux filles du Machonora. J'étais chez moi, elles étaient chez elles, et on a fait cours, normal. Si tu dis que tu n'es pas capable de mettre en place, Oui. tu l'as dit. Oui, mais là, Yosef, il a ni dit qu'il était capable, ni dit qu'il n'était pas capable. Les autres, ils peuvent penser que tu es capable. C'est-à-dire, alors ils auraient pensé, ils auraient vu que j'aurais essayé de bidouiller un truc, ça aurait pas marché, et voilà. Non mais là, en l'occurrence, Yosef, bevadaï, que si Dieu lui a dit ça, c'est qu'il est le chacham par excellence. Parce que je vous rappelle que pour être prophète, il faut être chacham. En anevoa shora, et là, al chacham, gibor ve'ashir. Un des tenants pour pouvoir être prophète, c'est d'être effectivement chacham. Il n'est pas Achir, Yosef. Pourquoi? Parce que là, il y a 2 secondes, il était dans le puits. Parce que tu dis, il y a 2 secondes, il était dans la prison. Ouais. Mais d'accord, il était peut-être il y a 2 secondes dans la prison, mais je peux t'assurer qu'il a un compte en banque à son nom, à la banque de Yaakov, qui l'attend. Il peut pas y accéder. Il peut pour l'instant pas y accéder, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas lui-même riche. C'est quoi la définition de Chacham? Chacham, Connaissance, qui sait les utiliser, qui a la... Alomed Mikol Adam. Ok? Aroé et Anolad. Celui qui apprend de chacun et celui qui est capable de projeter un petit peu dans l'avenir. Ok? Bekitzour, donc finalement, il n'y a pas de problème, c'est Yosef qui va être mis en place. Ine, ata tiye al beiti, ve'al picha isha kol ami, rak akise egdal mimeka. Donc Yosef devient le patron de l'Égypte, mais pas vraiment le patron. Pharaon est au-dessus de lui. Akissé, à Malchut. Tov. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de le savoir? Hein? Oui, c'est évident. Donc pourquoi est-ce qu'on a besoin de leur dire? On a besoin de leur dire parce que lorsque tu vas mettre Yosef tellement haut, il pourrait penser... Non, il pourrait penser qu'il est le patron. C'est un grand, grand problème du juif qui réussit en Chutz La'aretz. Il pourrait penser que c'est lui le patron. Teda lecha she'akiseh egdal mimecha. Ok? ויאמר פרעה אל יוסף ראה נתתי אותך על כל ארץ מצרים ויסר פרעה את טבעתו מעל ידו. On vient de lire la Megillat Esther, on sait ce que ça veut dire quand un roi de l'Antiquité donne sa bague, son sceau à quelqu'un d'autre. ויתן אותה על יד יוסף וילבש אותו בגדי שש וישם רביד הזהב על צווארו. רביד al zahav, vous avez déjà vu des films sur l'Égypte, c'est les collerettes dorées qui étaient symbole de royauté en Égypte.
וירכב אותו במרכבת המשנה, אשר לו, ויקראו לפניו, אברך ונתון אותו על כל ארץ מצרים. ויאמר פרעה אל יוסף, אני פרעה. Donc maintenant, Yosef a été présenté à tout le monde, mais Pharaon lui répond, enfin lui rappelle, Ani Paro. C'est-à-dire, le patron, c'est moi. Est-ce que Yosef, il a compris que le patron, c'était Pharaon? Oh oui. À la fin de l'histoire, lorsqu'il voudra simplement aller enterrer son père, il sera obligé de supplier aux dirigeants égyptiens d'aller plaider sa cause chez Pharaon pour qu'il le laisse aller enterrer son père. Ani Paro, ובלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו בכל ארץ מצרים. À part, c'est-à-dire, je suis Pharaon et sans toi, sans ton consentement, personne ne lèvera la main ou le pied en Égypte. À part moi. Moi, je fais ce que je veux. ויקרא פרעה שם יוסף צפנת פנח. מה זה צפנת פנח? C'est de l'égyptien. Celui qui est, nous dit Rashi, Tzafnat Paneach, Mefaresh Atsefunot. Ve'en Lefaneach Dimion Bamikra. Lefaneach, ça veut dire résoudre l'énigme. L'énigme. Résoudre le casse-tête. Donc c'est celui qui résout les problèmes. Ok? Tzafnat Paneach. 2 secondes. Il ne pouvait pas rester Yosef? Hein? Il est en Égypte. Il est en Égypte. Yosef va devoir être le premier à jongler avec sa double identité. C'est la première fois dans l'histoire d'Israël que nous avons une double identité. Est-ce qu'il va s'appeler Yosef ou est-ce qu'il va s'appeler Tzarfenat Paner? Il y a quelque temps, j'étais, enfin pas si longtemps que ça, quoi. J'étais aux États-Unis, avant que ce soit tout fermé et tout machin. C'était quoi? C'était au mois de janvier, avant le corona. Et il y a mon oncle et ma tante qui habitent là-bas. Et moi, j'ai demandé un peu des nouvelles des enfants, machin. Leur aîné, qui est beaucoup plus âgé que moi, hein, c'est un très grand médecin, un urgentiste, machin, la folie. Et il est connu dans son milieu énormément en tant que Dr. Joe. Joseph. Dr. Joseph Schenker. Dr. Joe. Je dis, mais on est à New York. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de s'appeler Joseph? Pourquoi il ne peut pas s'appeler Yosef? Ah, il s'appelle Yosef en vrai. Pourquoi est-ce que même là-bas, on doit s'appeler Joe? Ça fait plus américain. C'est un choix. Est-ce que tu t'appelles Yosef ou Tzarfnat Paner? Est-ce que Yosef, il a réussi à relever le défi? Ouais. Pourquoi? Parce que finalement, il réussira à dire à ses frères Ani Yosef. De la même façon que Pharaon vient de lui rappeler Ani Paro, lui il dira Ani Yosef. Mais ça, on verra plus tard. Donc, il l'a non seulement renommé, mais il veut sceller son assimilation égyptienne. Et comment on fait? Le meilleur moyen pour sceller une union, c'est un mariage. Vaïten lo, et Asenat bat Potifera Kohen On, Leisha, Vaïtze Yosef al Eretz Mitzrayim. Pharaon lui a donné Osnat. Et ne venez pas me dire, ouais, non, mais le Midrash nous dit qu'en fait, c'était la fille de Dina. C'est Nachon. Akadosh Baruch Hu, il ne voulait pas que Yosef se marie avec une Goya. Donc, il lui a fait en sorte que ce soit Dina, la fille de Dina. C'est-à-dire. Mais Yosef, il le sait ou pas? Alors, le Midrash, il va te dire que le soir de la nuit de noces, eh bien, oui, il a découvert que c'était sa nièce, machin, parce qu'il y avait un code. Ok.
Mais au moment où on lui a donné, il le sait ou pas? Non. La Torah veut que tu saches que c'est la fille de Dina? Non. Elle veut que tu saches que c'est la fille du grand prêtre de On, une des divinités de l'Égypte. Et nous dira le Midrash que Potiphera, c'est Potiphar, qui s'est reconverti. Tout ça pour dire que Yosef devient un des maillons de l'Égypte. Mamash Kacha. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous demander, vous avez plus de culture française que moi, le nombre d'artistes juifs en France qui ont changé leur nom, qui ont pris une épouse française. Je ne sais pas si c'est pour mieux réussir dans leur carrière l'épouse, mais le nom, c'est sûr. On appelle ça un nom de scène. Je trouve ça exécrable. Un nom de scène. Alors comme ça, donc tu ne peux pas demander aux gens qui t'appellent par ton nom. C'est complètement absurde. Mais bien sûr que c'est très fréquent, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Chez les Goïms, j'arrive pas à comprendre. Ils étaient obligés de se camoufler quand même avec tout ce qui s'est passé. Les Juifs. Quoi, tu parles dans les années 80? Non. Les Juifs avec... Ah, les Juifs à l'époque, je parle avant la Révolution française, ils n'avaient pas tellement à se camoufler ou pas, de toute façon, ils n'étaient pas acceptés dans la société, en tant que citoyens. Après, ils ont décidé qu'ils en avaient marre non seulement de l'antisémitisme, mais en plus on leur offrait la possibilité de devenir des citoyens français. Boum, on change. Boum, on change. Et on devient... on était Eliezer, on deviendra Lazare. Philippe Bouvard. Oui. Non mais, prenons les trucs les plus... Hein? Patrick Bruel, Ben Guigui, non, c'est pour ça que je dis, on va pas faire la liste de tous. Mais c'est Naron. C'est Naron. Maintenant... Il y en a qui ont gardé. Pas beaucoup, hein. Pas beaucoup. Mais c'est tout à leur honneur. C'est tout à leur honneur. Parce que... attends, parce que tu me dis, Jean Benguigui, il a gardé. Oui, il a gardé Benguigui. Il a gardé Jean aussi, c'est pas lui qui a donné ce nom-là, c'est ses parents. Mais ses parents, en l'appelant Jean, et non pas Yohanan. Mais je dis pas le contraire, c'était même la loi. C'était même la loi en France. Mais il n'empêche que c'est un abandon d'une partie de son identité. C'est une réalité. Pas de sa part. Non! Pas de sa part de l'artiste. Mais évidemment, c'est pas toi qui as choisi ton prénom, il n'y a pas de problème. Mais il faut comprendre que le changement de nom, c'est un changement dans son identité. C'est une réalité. C'est-à-dire, en France, il y a eu un grand débat, il n'y a pas si longtemps que ça, entre Éric Zemmour et d'autres personnes, sur justement son grand combat. C'est lui, il veut que les gens n'aient pas de nom communautaire, mais qu'ils reprennent les noms du calendrier chrétien. Parce que pour lui, c'est l'assimilation à l'identité française. Bon, je pense qu'il a complètement tort, mais il a totalement raison dans le fait de dire qu'un nom, c'est porteur d'une identité. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Quand tu t'appelles Ethan, ça veut dire quelque chose. Quand tu t'appelles Eric, c'est le nom de mon père, ça veut dire autre chose. Ça ne veut pas dire que celui qui s'appelle Eric ne pourra pas devenir un très très grand Talmid Chacham et un porte-étendard du judaïsme. Il peut, bien sûr qu'il peut. Mais il y a tout un bagage culturel qu'il va falloir combler. On a vu qu'il y a des gens qui l'ont fait. Par exemple, un des plus grands maîtres du peuple juif s'appelait Antigonos Ishsocho. Antigonos, c'est pas très juif à la base. Donc ses parents, ils l'ont appelé Antigonos, c'est qu'ils étaient baignés de culture grecque. Et ça n'a pas empêché de devenir un des plus grands maîtres de la Torah. Donc, c'est pas parce que tu portes un nom comme ci ou comme ça que tu ne deviendras pas un grand. C'est pas le débat. Mais c'est évident que tu traînes avec toi quelque chose. Autant que je sache, je ne sais pas quand ça a été loi qui passait, je ne sais pas, peut-être fin 19e, jusqu'à une certaine époque, les habitants, les Toshavim,
avait obligation de prendre un prénom sur le calendrier grégorien. Oui, mais c'est ce que je te dis. Donc il y a obligation. C'est une loi. Alors, j'ai pas de date à te donner, mais je crois que c'est une date. C'est une loi qui a été abrogée en 1994 ou un truc comme ça. Machou Kazé. Hein, je me prenais pas aux dates, hein, mais très tardivement. Non, moi je suis né en 80. Donc il y avait obligation. Mais ça veut pas dire que c'est pas. Non, parce qu'il y a déjà des gens qui le faisaient avant. Mais alors peut-être avant. Me prends pas au mot, mais fin du XXe siècle. Non, mais l'exemple- Fin du XXe siècle. L'exemple des juifs algériens. Je suis bon. Donner un prénom, on va dire grégorien, on va dire. Oui, mais bien sûr. Mais mon père, il s'appelle Eric. C'était une- Il s'appelle Eric parce que, mes grands-parents aimaient le nom Eric, mais comme ils voulaient lui donner un deuxième prénom, et ils voulaient lui donner un deuxième prénom juif, ils voulaient l'appeler comme le grand-père de mon père, qui s'appelait Paltiel. Ah, Paltiel, c'est Paltiel, tu te rends compte ce que c'est Paltiel? Paltiel, c'est le chef de la tribu de Hacher, dans la paracha de Massaï. C'est Kodesh Kodashim, Paltiel. Bon, ils ne le savaient pas forcément. Pour eux, mes grands-parents, c'était juste le nom du grand-père. Donc, ils ont dû trouver un nom dans le calendrier qui ressemblait. Et c'est pour ça que mon père, il s'appelle Eric Paul. Parce que Paul, c'est Paltiel. C'est ça? Hein? Mon père, c'est marrant ça. T'as vu ou pas? Peut-être que nous sommes reliés. Je ne sais pas. Donc, même si je pense que il y a j'ai comme un doute Non, mais parce que sur le lien de parenté. t'imagines Eric Paul Paltiel. Mais c'est- Entre guillemets. C'est ça. Il n'empêche que j'ai un doute sur le lien de parenté. Je ne sais pas pourquoi j'ai un doute, mais j'ai un doute. Qu'est-ce que t'en penses? Hein, j'ai un doute quand même. Moi je sais pourquoi t'as un doute. C'est ça. Le fait est que donc ici, Yosef, non seulement s'appelle Sofnat Paneach, il se marie avec Asnat, Bat Potifera Kohen-On. ויוסף בן 30 שנה בעומדו לפני פרעה, מלך מצרים, ויצא יוסף מלפני פרעה, ויעבור בכל ארץ מצרים, le Golden Boy. Son histoire avait commencé, il avait 17 ans. 13 ans plus tard, il est le patron de la superpuissance mondiale. Pas mal. Pas mal. ותעש הארץ בשבע שני השובע לקמצים. לקמצים, c'est-à-dire que ça y est, on met en place le système de réserve. ויקבוץ את כל האוכל 7 שנים אשר היו בארץ מצרים, ויתן אוכל בערים, אוכל שדה העיר אשר סביבותיה נתן בתוכה. Bon, il a fait ce qu'il avait dit qu'il allait faire. Toutes les greniers des villes ont été remplis. ויצבור יוסף בר ככל הים הרבה מאוד, עד כי חדל לספור כי אין מספר. Et au début, il a fait un compte-rendu, il tenait des comptes de ce qui rentrait. Mais au final, il y a tellement à manger qui est rentré dans les greniers qu'il a arrêté de compter parce que c'était incontable. טוב, יפה מאוד. וליוסף יולד 2 בנים, בטרם תבוא שנת הרעב, אשר ילדה לו אסנת בת פוטיפרה כהן-און. Oh, c'est là que va être l'examen de conscience de Yosef. Est-ce qu'il est resté Yosef ou est-ce qu'il est Potifera? Est-ce qu'il est Safnat Paneach? Puisque maintenant il a 2 fils, comment va-t-il les appeler? Quel nom va-t-il leur donner? ויקרא יוסף את שם הבכור מנשה. Ah, c'est de l'hébreu. Ben, c'est bon alors. C'est bon, il est Yosef, il n'a rien oublié. Attends, pourquoi il l'appelle Ménaché? Ki nashani Elohim et kol amali et kol bet avi. J'ai oublié la maison de mon père. Neshia, c'est l'oubli. On l'a hier dans le Tanakh. Guide à Naché. Le guide à Naché, c'est le nerf sciatique. Aucun, en termes de zoologie. Mais la Neshia, c'est, ça veut dire, l'inshot, ça veut dire oublier. Non, oui, non, et c'est pour ça que d'ailleurs, Enoch, il s'appelle Enoch, parce qu'il ne doit pas oublier. Ok? Donc, il s'appelle Ménaché, en hébreu. Mais il l'appelle en hébreu tout en disant, j'ai oublié la maison de mon père.
Et le deuxième, Bichlal, Ve'et Shem Hasheni Kara Ephraim, Ki Ifrani Elohim Be'eretzoni. C'est-à-dire, non seulement j'ai oublié la maison de mon père, mais en plus je kiffe là où je suis maintenant. Mais c'est toujours de l'hébreu. C'est-à-dire, je n'ai pas oublié mes origines, mais ce ne sont plus que des origines. Je suis très bien ici. Mais attention, je suis très bien ici, mais je suis toujours attaché à mes origines. De la même façon que j'ai rencontré quand j'étais donc il y a quelques mois à New York, des Juifs, mais ils sont à New York, ils partiront pas de New York de sitôt a priori. À Val, ils ont ramené la goulette avec eux. Ils ont ramené l'Algérie avec eux. C'est exactement les mêmes attachements à la Damrout que tu peux trouver chez un juif qui habite à Jérusalem mais qui n'a pas oublié la goulette, ou le juif de Paris qui n'a pas oublié la goulette. Mais il n'a pas décidé de partir de New York, à Val. J'ai été manger le repas de Shabbat midi chez des gens extraordinaires, et il n'y avait rien d'américain dans leur repas. C'était exactement un repas qu'on aurait pu trouver dans une bonne famille sfarade francophone de Jérusalem ou dans une bonne famille sfarade francophone de Paris. Mamash. Ça, tu vois, et pourtant, ils ne sont pas prêts de partir de New York. Mais ils ont gardé leurs origines. Et ça, c'est l'espoir. C'est l'espoir que viendra un jour où ils devront partir de New York. Corona ou pas Corona. Le fait qu'ils aient toujours leur origine fait qu'ils sauront trouver la bonne direction et on les aidera s'il faut. C'est ça. Donc Yosef, c'est ça. Bémet, il kiffe en Égypte. Il a une belle femme, il a de beaux enfants, il est le patron de l'Égypte. Il kiffe. Mais il n'a pas oublié qui il était. ותכלנה 7 שני השובע אשר היה בארץ מצרים ותכלנה 7 שני הרעב לבוא כאשר אמר יוסף ויהי רעב בכל הארצות ובכל ארץ מצרים היה לחם. Donc ça y est, les années d'abondance sont terminées, la famine commence, il y a de la famine dans toutes les régions qui entourent l'Égypte, mais en Égypte, il y a à manger. Là-bas, Yosef, הנה, ותרעב כל ארץ מצרים ויצעק העם אל פרעה ללחם. Donc ça y est, à un moment donné, les gens, ils ont faim en Égypte. Il y a à manger en Égypte, mais c'est dans les greniers. Donc les gens vont voir Pharaon en lui disant, on a faim. Pourquoi ils vont voir Pharaon? Ben ouais, pourquoi ils vont pas voir Yosef? Hein? Oui, mais qui est préposé à toute cette histoire-là? C'est Yosef. Eh oui, le ministre des années de famine, c'est Yosef. Ken, on va quand même pas aller voir le juif. Et Pharaon répond, Vayomer Paro lechol Mitzrayim, lechu el Yosef. Ah, il n'a pas dit lechu el Safnat Paneach, lechu el Yosef. En ma lasot, c'est Yosef. C'est un coup de génie de Yosef aussi. Il est peut-être ils sont d'abord allés le voir lui. Il dit non, vous allez voir le patron. Et le patron l'a dit vraiment, c'est Yosef qui décide. C'est vrai, il a vraiment toute la puissance. Ce qui n'est pas marqué, je ne peux pas te dire. Peut-être qu'ils ont juste été porte-parole pour aussi éviter ce qu'on voit après. Parce que c'est le roi, tout simplement, c'est le cavode du Meller. Oui, mais justement, c'est le carotte du Meller, donc tu vas aller pleurer chez le Meller ou chez les ministres. Généralement, tu vas d'abord voir les... Ah, du pain et des jeux. Pas forcément de cela, mais... Non mais, sauf que Pharaon, il avait prévu le coup. Il avait mis en place un mec qui est censé être responsable. D'ailleurs, c'est ce qu'il leur dit. Il dit, allez voir Yosef. Lechu el Yosef. Ma somet, asher yomar lachem ta'asu. C'est lui qui gère. והרעב היה על כל פני הארץ, ויפתח יוסף את כל אשר בהם, וישבור למצרים, ויחזק הרעב בארץ מצרים. Donc Yosef a pourvu à l'Égypte. וישבור. מה זה וישבור? Ça vient du mot shever. Shever, c'est un espoir. C'est une brisure. Donc pourquoi est-ce que c'est positif? Ça dépend dans quoi tu brises. Si tu brises dans quelque chose de bien,
Alors c'est négatif, mais si tu brises l'étau dans lequel on était en train d'enfermer l'Égypte, alors c'est positif. Ok? V'chol haaretz baou mitzrayma lishbor el Yosef ki chazak harav b'chol haaretz. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? En Égypte, ça va. On a dit, la famine a atteint tout le monde. Il y a une réussite dans le monde. Am Israël doit y participer. Et à ce moment-là donc, Vayar Yaakov ki yesh shever b'Mitzrayim. Yaakov a vu qu'il y avait un espoir en Égypte. Il ne sait pas à quel point il y a un espoir en Égypte. Ki yesh shever b'Mitzrayim, vayomer Yaakov levanav, lama tidrau? Vayomer, הנה שמעתי כי יש שבר במצרים, רדו שמה ושיבו לנו משם ונחיה ולא נמות. Non, je n'ai pas compris. Yaakov, il est obligé de leur dire ça? Allez en Égypte, il y a à manger, allez acheter. Pourquoi les mecs, ils n'ont pas dit ouais, on y va, super? Pourquoi ils n'ont pas. Je veux dire, qui a plus de chances d'être sur les réseaux sociaux et de savoir qu'il y a à manger en Égypte? Les fils ou le père? Les fils, ils avaient des remords. Alors, soit tu dis que l'Égypte, ça sonne pas bon pour eux. Soit tu dis autre chose. Parce qu'on a dit dans notre explication que ce n'est pas les frères qui ont vendu Yosef. Donc ils ne savent pas que Yosef est en Égypte. Et là, on ne va quand même pas se la rejouer à l'époque de Abraham. Et de toi, papa, excuse-nous. Mais papy, Pépé, et toi, vous avez été obligés de partir en exil. Nous sommes devenus Am Israël. Am Israël, il ne part plus en exil. Et Yaakov leur dit non. Redou. Allez-y. וירדו אחי יוסף 10 לשבור בר ממצרים. ואת בנימין אחי יוסף לא שלח יעקב את אחיו, כי אמר פן יקראנו אסון. Il n'a pas envoyé Binyamin parce qu'il avait peur qu'il lui arrive un malheur. Quel âge a-t-il? Rachid dit qu'il y avait du blé en Égypte. Mhm. Les Égyptiens, ils avaient donc écouté Yosef. Ouais. C'est Rachid qui dit. Ouais. Et alors, donc logiquement, ils avaient donc mis de côté donc, des provisions pour les 7 années à venir. Et le problème, c'est que Rachid dit ce blé a pourri dans les silos, dans les hangars, sauf celui de Yosef. C'est-à-dire qu'ils avaient eux-mêmes fait des réserves personnelles. En plus. C'est-à-dire ils avaient donné leurs impôts, qu'ils devaient donner, machin. Et eux-mêmes, ils s'étaient fait des réserves à eux. Et Rachid dit, c'est ces réserves-là qui ont pourri. C'est pas Rachid, il cite le Midrash. Maintenant, pourquoi est-ce que le Midrash, il te dit ça? Parce que Akadosh Baruch Hu, de la même façon qu'il a envoyé l'Arabe, il veut qu'ils aillent chez Yosef. Maintenant, même sans le Midrash, le particulier, même s'il a fait des réserves personnelles, ces réserves vont durer quoi? 1 an? C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où il devra quand même y aller. Le Midrash, il veut simplement te précipiter la chose, c'est un col. Ok? Donc, quel âge il a, notre Binyamin national? C'est message que tu envoies ou pas? Que quoi? Je n'en vois rien. Je dis que Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait. C'est tout ce que j'ai à dire. Hein? Je ne sais pas si les singes faisaient partie des 10 plaies d'Égypte, mais elles font évidemment partie des kiffs dans ce moment. Nous, Malasot. Chav, il a quel âge notre Binyamin national? Ah, trentaine, t'as été loin quand même. Alors attends, Yosef, il a quel âge là maintenant? 37 ans. Il avait 17 ans quand il a été vendu. Il a 30 ans quand il devient Sofnat Panéar. Il y a eu les 7 ans d'allégresse, et il y a déjà eu il y a 2 ans de famine. Puisque lorsque Yaakov arrive, il y a 2 ans de famine. Donc c'est-à-dire qu'il a 39 ans. Ok. Et Tu sais que Yosef, il a quitté la Yosef a quitté... quand il avait 6 ans. Quand il avait 6 ans, il a quitté Lavan.
parce que le temps qu'ils arrivent en Eretz Israël, Rachel meurt en couche de Binyamin. Donc Yosef doit avoir max 8 ans quand Binyamin naît. Donc il a 30, 31, 29, la trentaine. Non, parce que quand on lit ça, que Yaakov il a gardé Binyamin à côté de lui, machin, on se dit Binyamin il a 10 ans. Genre c'est un petit gosse. Binyamin, il a 30 ans, il a déjà 10 enfants. C'est pas un petit joueur. C'est-à-dire que si Yaakov le garde, c'est pas parce que c'est un petit. Et là, pen yikraenu ason. De peur qu'il lui arrive un drame, comme est arrivé à Yosef, puisque maintenant que Yosef n'est plus là, c'est Binyamin le successeur. Donc je ne l'envoie pas lui. Ça sera la grande erreur de Yaakov. Quand il enverra Binyamin, il redeviendra Israël. C'est-à-dire? Mais là, il lui dit, non, pen yikraenu ason. Vayavo bnei Israël lishbor betoch habayim, כי היה הרב בארץ כנען ויוסף הוא השליט על הארץ. הוא המשביר לכל עם הארץ. ויבואו אחרי יוסף וישתחוו לו אפיים ארצה. וירא יוסף את אחיו ויקירם. Yosef les a reconnus. Évidemment, ils ont beaucoup moins changé que lui. Lui, il est parti de la maison, il avait 17 ans. Il en a 39. Tu m'étonnes qu'il a changé. Eux, quand il a quitté la maison, ils étaient déjà des adultes. Et ils sont restés des adultes. Avec 20 ans de plus. Mais bon. Vayakirem. Vayakirem, vehem, vayitnaker alehem. Vayidaber itam kashot. ויאמר עליהם, מאין באתם? ואמרו מארץ כנען, נשבור אוכל. ויקר יוסף את אחיו, והם לא הכירו. ויזכור יוסף את החלומות אשר חלם להם. ויאמר עליהם, מרגלים אתם לראות את ערוות הארץ באתם. Il s'est rappelé de quoi? De quoi il s'est rappelé Yosef? ויזכור את Achalomot. Et qu'est-ce qu'il avait rêvé avec eux? Qu'ils allaient se prosterner. Et c'est ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il ne s'est pas rappelé? D'après le texte. Il ne s'est pas rappelé qu'il les a, qu'ils l'ont, vendus. Ça va avec ce qu'on disait que, bah oui, si ce n'est pas eux qui l'ont vendu. C'est ça? ויאמרו אליו, לא אדוני, ועבדיך באו לשבור אוכל. On est juste venu acheter à manger. כולם בני איש אחד אנחנו, כנים אנחנו, לא היו עבדיך מרגלים. Ah bon? ויאמר עליהם, לא, כי ערוות הארץ באתם לראות. נו, ממש לא. ויאמרו 12 עבדיך אחים, אנחנו, בני איש אחד בארץ כנען, והנה הקטון את אבינו היום, והאחד איננו. Et là, voilà un verset terrible. Ils disent, nous sommes 12 fils, 12 frères, fils d'un seul homme. 10 sont ici. Le plus jeune est avec notre père. Et il y en a un qui est mort. Et il est nous, qui n'est plus. Il est mort. Qu'est-ce que eux pensent et qu'est-ce que lui, il pense? Eux, on a déjà dit. Ils pensent que Béhémet, Yosef, est mort. Et que le petit qui est resté avec papa, c'est Binyamin. Ok? Mais Yosef, lui, il ne pense pas qu'il est mort, puisqu'il est vivant. Donc, il ne pense pas qu'eux pensent qu'il est mort. Donc, quand ils lui disent, il y a un petit qui est avec papa, et il y en a un qui est mort, ils pensent qu'ils ont tué qui? Binyamin. Ils pensent, hein? Oui, mais Yosef, quand il dit il y en a un qui n'est plus,
Yosef ne peut pas penser qu'il s'agit de lui. Puisque même si tu vas dans l'idée que c'est les frangins qui m'ont vendu, donc ils savent très bien que je ne suis pas mort. Comment il peut penser que c'est lui Il voit 10 frères. Temps mort. Il voit 10 frères devant lui. 10 fois 10 frères devant lui. Qui est là-bas, ça fait Ouais. 11. Ouais, il y en a un qui n'est Il plus. n'y a que le 12e. Mais- Sauf s'il y en a un qui est... Ben voilà. Ben quoi, ça empêche. Yaakov, il pourrait pas faire un autre bébé. C'est pas possible. En combien de temps qu'il s'est passé? Ben, Yaakov, il peut pas faire un bébé. Il te dit à Katan, il m'a vu nous. Donc Yosef, lui qui se sait vivant, il pense pas que c'est de lui qu'on parle quand on dit qu'il y en a un qui est mort. De notre côté, s'ils ont dit l'un N'est plus. n'est plus, Non, me dis pas n'est plus, ça veut pas dire qu'il est mort. N'est plus, ça veut dire qu'il est mort. Ah, il nous. Il pense qu'il est mort. ils ont évité. Oui. Il ne peut pas penser S'il qu'il est était un mort, 13e, il l'aurait puisqu'ils dit. ont Pourquoi 12 frères, nous sommes d'un même père. Oui. Alors pourquoi Nous sommes là maintenant 12 frères. Genre, mais 12, ils auraient dit 13 s'ils pensent qu'il y en a un qui est mort dans ce cas-là. Pourquoi? Ben, parce qu'ils ont dit Nous sommes 12. Il y en a un qui est mort. Donc c'est qu'ils savent qu'ils ne sont pas 13. Non. Ils disent on est... Vas-y. Ah, tu dis que le fait qu'ils disent qu'ils sont 12 et qu'il y en a un qui n'est plus, c'est qu'il est... On ne sait pas où il est. Il joue à cache-cache depuis très longtemps. Ça veut dire que Youssef comprend qu'il parle de lui. Moi, je ne comprends pas pourquoi il comprendrait autrement. Bah, parce que pour lui... Même si ce c'est vivant, ses frères ne savent pas. Non mais, que lui- et il naît nous, Rabotai, et il naît nous... Oui, bien sûr que c'est les frères qui parlent. Et il naît nous, ça veut pas dire il n'est pas là. Oui, j'ai compris, tu veux dire, il est mort. Il est mort. Mais ses frères. Ça correspond très bien à ce que nous on disait, qu'eux ils pensent qu'il y a une bête sauvage qui l'a tué. D'accord, mais Youssef, d'accord. Ouais. Ahram qui règne sur toute l'Égypte. Il faut Ouais. quand même 2 secondes se mettre à la place de ses frères et comprendre qu'aux yeux de ses frères croient qu'il est mort. Et pourquoi ils croiraient qu'il est mort? D'autant plus, en plus si on suit la vie de Shabtai, que c'est eux qui l'ont vendu. Donc il sait. Ah bah alors à ce moment-là, ils peuvent pas savoir que Echad est né nous. D'où le et non. mais c'est une manière d'éviter de dire qu'il est mort. S'il était mort, ils auraient Bah alors dis-le. il est mort s'il était mort. Ah donc tu dis, c'est une manière détournée de dire ah il est plus là, on sait pas trop, parce qu'ils auraient honte de dire qu'ils l'ont vendu. Bah, évidemment. Bah non. C'est une pratique qui est malheureusement très courante à l'époque. Non, mais du coup, je comprends pas l'autre raisonnement, en fait, c'est ça. Le raisonnement, c'est que Yosef, il commence à se dire que ce qu'ils m'ont fait à moi, ils l'ont fait à Binyamin. Et bah, Yosef, il a très bien compris qu'ils ont un problème avec les enfants de Rachel. Mais Rachel est morte. Mais bidiouk. Et depuis que Rachel est morte, rappelle-toi où est-ce que Yaakov a mis la couche de son père. Enfin, pas de son père, de lui. Où est-ce que Yaakov a été, dans quelle tente il a été une fois que Rachel était morte? Avec Bila, au lieu d'aller avec Léa. Ils ont une dent contre les enfants de Rachel, qui ont toujours été les préférés. Yosef est en train de se dire qu'il y a une coalition léaïque contre les enfants de Rachel. Et tu vas voir que dans toute la suite du film, Yosef ne va avoir qu'un seul objectif, de détacher Binyamin du reste des frères et de le prendre pour lui. Du coup, je comprends pas comment. Du reste et de le prendre avec lui. Non, ça c'est jusqu'à ce qu'il arrive. Et c'est pour ça que regardez ce qui se passe juste après. Il lui dit, alors, Vayomer alem Yosef, ou asher dibarti alechem lemor, meraglim atem, bezot tibachenu, chei paro, im tetzeu mize, ki im bevoach irem hakaton ena. Je veux voir c'est qui le katon. Parce que si j'en crois ce que vous dites, il y a un katon que je ne connais pas. Donc faites-le venir. Et tu verras que lorsque Binyamin arrive, on va voir, pas maintenant, mais lorsque Binyamin arrive, il est complètement choqué. Et il n'arrive pas à contenir ses larmes. Parce que tout d'un coup, il se rend compte qu'il a fait une erreur de jugement énorme sur toute l'histoire. C'est près de 20 ans de non-dit et d'incompréhension qui vont tout d'un coup se switcher lorsqu'il va voir Binyamin. Là, on est dans un gros flou.
Shilchu mikem echad, vayikach et achichem, ve'atem easseru, ve'ibachanu divrechem, האמת איתכם, ואם לא, חי פרעה כי מרגלים אתם. ויאסוף אותם אל המשמר 3 ימים. ויאמר עליהם יוסף ביום השלישי, זאת עשו וחיו, את האלוהים אני ירא. À ce moment-là, il leur dit au bout de 3 jours, allez, au boulot, faites ce que vous avez à faire. Yosef a très bien compris, im kedim atem achichem achad, yaaser bevet mishmarchem, ve'atem lechu eviu shever re'avon bevatechem. Il y en a un qui reste ici, vous amenez à manger à vos familles. C'est qui reste ici? Ça, je vais dire que c'est Shimon. Parce que Yosef a compris une seule chose dans sa vie, c'est que Shimon et Lévi, il ne faut pas les laisser ensemble. Il sait trop ce qu'ils sont capables de faire. Donc, בסדר. ואת אחיכם הקטון תביאו אליי, ויאמנו דבריכם, ולא תמותו ויעשו כן. Et à ce moment-là, les frangins parlent entre eux. ויאמרו איש אל אחיו, אבל אשמים אנחנו על אחינו, אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו, ולא שמענו. Il dit voilà, tout ça, c'est parce qu'on a entendu notre frère appeler à l'aide, et on n'a pas entendu. Yosef, il entend ça. Eux ne savent pas que lui, il comprend l'hébreu, mais lui, il comprend l'hébreu. Il commence à faire tchouva. Seulement Yosef entend quelque chose de terrible. Ils disent quoi? On n'a pas entendu quand notre frère a crié. Il sait très bien, il se rappelle qu'il a crié dans le puits. Alken ba elenu atzara azot. Vayan Reuven otam lemor. Alo amarti alechem. Lemor al techetu bayeled. Velo shmatem. Vegam damo ine nidrash. Et là, mesdames et messieurs, il n'y a plus de doute. C'est moi qui ai raison. Veine damo nidrash. Son sang est demandé par Dieu. Ça, c'est un verset qu'on va retrouver dans les Sheva Mitzvot de Noach et dans le livre de Vaïkra. Damo nidrash, c'est quand on a tué quelqu'un. Quand quelqu'un est mort. Azakadosh Baruch Hu doresh et damo. Chez la Rotzeach. Ou de la chaya qui a tué. En d'autres termes, Yosef entend que ses frères pensent qu'il est mort. Et il n'y a plus de doute possible. Et Yosef commence à rentrer dans une panique terrible. Qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire? Et ils partent sur cela. Il va falloir attendre que Binyamin revienne pour éclairer toute la lanterne. Mais ça sera la semaine prochaine. Sagor.